Les histoires d'amour finissent mal en général. J'avais envie de faire un contenu ce soir sur ça, sur ce thème-là. Vous expliquer certaines choses par rapport à ça qui, j'espère, pourront vous aider. Alors, c'est une chanson d'Erita Mitsuko qui dit les histoires d'amour finissent mal en général. Et c'est vrai, en général, une histoire d'amour, soit elle se termine pas, soit elle finit mal. Elle finit rarement bien. Ça peut arriver qu'elle se termine bien, que les deux personnes acceptent que l'amour eût été ou qu'il soit toujours là et qu'il s'arrête. Mais parfois, les histoires d'amour se finissent mal pour l'un des deux ou les deux. Donc on va s'intéresser au cas de figure où ça se termine mal, pas bien pour les deux ou un des deux. Euh, vous savez, euh, les histoires d'amour se terminent mal, surtout quand on est encore dans l'amour et dans le mal de l'amour. Euh, vous avez des fois des relations amoureuses qui se terminent et avec le temps, on apprend à comprendre certaines choses et on se rappelle des bons souvenirs comme des mauvais et puis on arrive à faire le deuil. En général, on accepte ce qui s'est passé ou on accepte d'aller mieux. Donc, on avance. Parfois, on a du mal à avancer, on peut essayer d'avancer et on traîne avec nous la souffrance. Moi, je vais m'intéresser aux aspects mythologiques de l'amour. La notion de justice, c'est un concept, c'est un idéal. D'accord? La justice, c'est le fait que certaines valeurs soient plus ou moins respectées vis-à-vis des attentes et des normes et des conceptions, et qu'un certain rapport d'équilibre et d'équité soit en quelque sorte respecté. Euh, on va dire ça comme ça, on va essayer de définir ça de cette manière-là, sur ce rapport-là d'équité. Parfois, il s'avère que l'on se trouve dans des scénarios, donc dans les cadres des relations amoureuses, où vous pouvez avoir tous les ingrédients et vous ne savez pas pourquoi le gâteau rate. Ça arrive à tout le monde un jour de faire une recette de cuisine et on ne sait pas pourquoi, on a tout fait comme d'habitude et il n'y a rien qui a marché. Puis parfois, vous faites n'importe quoi et vous arrivez à faire quelque chose de bon. Et ça, en fait, c'est malheureusement le caractère un peu injuste de la vie. C'est-à-dire que des fois, vous vous retrouvez au bon endroit, au bon moment, au bon instant, et parfois non. Et parfois, vous vous trouvez au bon endroit, au bon moment avec la bonne personne, mais vous n'avez pas le bon scénario. Il y a plein de raisons et de constructions logiques ou illogiques qui peuvent expliquer tout et n'importe quoi. Donc on ne va pas ce soir tout reprendre, on va prendre l'essentiel. Lorsque vous aimez quelqu'un, que vous ressentez des sentiments amoureux et que vous développez des émotions associées à vos sentiments, vous construisez une représentation dans votre esprit. Il y a une représentation dite consciente et vous avez des représentations plus inconscientes. J'expliquais à une dame, elle se reconnaîtra tout à l'heure, que si vous voulez, lorsque vous décidez de marcher avec vos deux pieds et vos deux jambes, ce qui va générer la marche, c'est un ensemble de facteurs communiquant les uns en lien avec les autres qui sont issus de plusieurs mécanismes de corrélation assez subtils. Vous avez la circulation sanguine, vous avez les muscles, les os, vous avez la peau, vous avez la commande cérébrale qui va indiquer la nécessité de marche, et la marche sera efficiente parce que les muscles sollicités et les organes auront été efficients, parce que vous aurez une condition physique innée, vous aurez une condition physique acquise par la nourriture, la condition de vie, etc., etc. Donc en fait, lorsque vous produisez quelque chose de très ordinaire, la marche par exemple, vous avez un ensemble d'un point de vue du corps qui se met en route. Dans votre cerveau, c'est pareil. C'est juste que le rapport de proportion est difficilement plus concevable parce que le cerveau, c'est quelque chose qui est tout petit. C'est un organe et dans cet organe, il y a des milliards de connexions. Et il y a tout un ensemble de mécanismes qui sont extrêmement abstraits à comprendre et à appréhender. Votre manière d'interpréter votre réalité, qu'elle soit extérieure ou qu'elle soit intérieure, est vraiment en lien, et ça c'est important de l'avoir à l'esprit, avec l'ensemble de tout ce que vous avez vécu, de tout ce que vous avez observé et de tout ce que vous avez appris à développer face à ce que vous avez vécu et observé. Donc vous avez une part qui est très acquise, une part qui est très innée, qui est en lien avec la génétique, l'hérédité, le transgénérationnel, etc. Et vous avez une part qui est strictement liée avec votre libre arbitre face à ces conditionnements antérieurs qui vont vous permettre de transposer
transmuter, modifier, appréhender, gérer, contrôler, travailler, jouer avec vos perceptions. Vos perceptions, c'est la manière dont vous construisez un descriptif sur la réalité que vous observez. Que vous observez d'un point de vue esthétique, visuel, d'accord, avec vos yeux, votre organe œil, et ce que vous observez avec la représentation de votre cerveau. Parfois, on peut observer des choses avec ses yeux et formuler une autre idée de par la perception intérieure. D'accord ? C'est la raison pour laquelle ce qui est bon pour certaines personnes et ce qui est mal pour d'autres. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, nous avons tous des définitions collectives et communes sur lesquelles nous nous entendons plus ou moins tous pour maintenir un rapport de bon fonctionnement en commun. Par exemple, vous avez les dictionnaires, vous avez la loi, vous avez des définitions des choses qui reposent sur des perceptions admises par le plus grand nombre. Donc ça constitue des formes de définitions, de standards et, je dirais, de normes communes, collectives. On appelle ça la pensée collective, d'accord ? La pensée collective veut que l'on prenne soin des enfants. La pensée collective veut qu'un individu, pour survivre, doive manger. Je vous dis des bêtises, voilà. Donc on mélange un peu les thèmes, mais c'est pour vous faire comprendre les process de raisonnement. Donc la pensée collective admet que voilà, la violence, c'est mal, sauf dans certains cas, et ça va dépendre de l'individualité, de la pensée individuelle, et de manière générale, on va admettre que voilà, qu'il y a des choses qui soient extrêmement mal et méchantes. Voilà, agresser une dame âgée, on est tous d'accord, d'un point de vue collectif, que c'est mal. Après, il y a des pensées collectives qui vont identifier des contextes précis. Bon courage pour le trouver dans cet exemple-là, mais tout est possible. Donc, si vous voulez, votre manière de percevoir le monde va être orientée par la caractéristique extérieure du monde, la donnée réelle du monde, et la donnée subtile et abstraite du monde intérieur. D'accord ? Donc de vous. Dans le cadre des relations à deux, c'est le même process à champ réduit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de l'extérieur, sur un cadre de critères assez objectivables, vous pouvez avoir envie avec un individu de partager un projet commun. Comme vous pouvez tout simplement, de manière réciproque et équitable, partager des sentiments communs. Il faut comprendre que les sentiments, ça touche la sphère intérieure, comme les émotions, comme tout ce qui touche l'appréhension de vous-même, ça touche la sphère intérieure. Tout ce qui va toucher la sphère de l'action extérieure va correspondre à la sphère extérieure. Par exemple, le projet commun que vous partagez avec un individu, ça va toucher votre sphère extérieure. Parfois, et c'est là que ça devient un peu compliqué, la manière dont on se représente la logique de fonctionnement extérieur peut aller contre la logique de fonctionnement intérieur à laquelle on souhaite adhérer. Je vais vous donner un exemple très précis. On va dire que vous vous êtes promis de respecter votre régime. Voilà, vous avez pris 10 kilos, vous voulez perdre du poids, et vous vous êtes mis en tête, par conditionnement conditionnel et conscient, que vous alliez tenir votre régime. Vous avez plein de pensées automatiques qui viennent. Oui, mais peut-être que je vais être tentée, peut-être que j'arriverai, peut-être que je vais manquer de faim, peut-être que je vais être stressée, peut-être que je vais craquer. Ça va dépendre de l'orientation de vos pensées. Si vous vous mettez en tête que vous allez craquer, que vous allez être tenté, etc., c'est en lien avec un conditionnement anxieux négatif. Si vous vous mettez en tête que vous devez le faire pour rester déterminé, motivé, pour vous donner un challenge personnel, d'estime de soi, que vous allez arriver, que vous êtes forte, là on est dans des conditionnements plutôt positifs. Voilà, c'est une affaire d'orientation. Ça ne correspond pas aux critères objectivables de la réalité. D'accord ? Si, un autre exemple tout bête, par exemple, si vous décidez de monter sur un plongeoir de piscine, voilà, vous avez envie de plonger. Si vous êtes en haut du plongeoir et que vous avez peur de sauter, vous aurez la même donnée extérieure, vous serez au-dessus d'un bassin, au-dessus d'un plongeoir à 20 mètres, mais selon l'individu que vous serez, vous n'aurez pas du tout la même perception de la situation. Il y a des personnes qui vont être très à l'aise, qui vont sauter, qui auront des pensées automatiques du style « moi j'adore m'éclater, j'adore faire ça, j'adore aller me challenger, etc. » Puis
Puis, vous aurez d'autres personnes qui auront des pensées plus compliquées. Du style, ça me rappelle un mauvais souvenir, je me sens pas bien, qui vont se connecter par exemple à leurs émotions. Parce que la situation va associer d'emblée les émotions. Alors qu'il y a d'autres personnes pour qui la situation va associer des projections. Par exemple, vous avez un individu qui a l'habitude de sauter sur un plongeoir, qui lui va s'imaginer déjà en train de plonger la deuxième fois, la troisième fois, ou même dans une autre piscine ailleurs, etc., etc. Et ça l'excite et ça stimule. Et ça entraîne chez lui un sentiment de plaisir et d'ouverture, etc. Vous avez d'autres personnes au-dessus de ce plongeoir qui vont être tétanisées par le paradoxe entre le désir de sauter, et les personnes elles peuvent se visualiser en train de sauter sans que ça les effraie, et le paradoxe entre le fait de mesurer par exemple leur vertige. Vous avez des personnes qui, lorsqu'elles sont en hauteur, même si elles identifient consciemment qu'il n'y a pas de danger, eh ben, elles vont développer des perceptions qui vont être orientées par la peur. Donc, vous avez une personne, par exemple, qui va monter sur un plongeoir et qui va avoir le vertige et qui ne sera pas en mesure de sauter, qui fera marche arrière. Malgré, comme son ami d'avant, un désir commun de sauter, malgré une disposition physique naturelle de sauter, malgré, je dirais, la conscience réelle qu'il n'y ait pas de danger, et malgré, encore une fois, je dirais, l'envie initiale d'y aller. Ce qui a fait que les deux personnes n'auront pas sauté, ça auront été leur état d'être psychique, leur faculté de projection positive et, je dirais de manière générale, leur expérience. Et tout ce qu'elles ont construit autour de l'association d'être dans le vide, de plonger, d'aller dans la piscine, de sauter, etc., etc. Si, dans le cadre des relations amoureuses, vous avez des conditionnements inconscients qui associent immédiatement vos sentiments à vos projections extérieures, vous aurez tendance à, quelque part, coller l'idée qu'aimer, c'est forcément construire. Vous aurez peut-être inconsciemment adhéré à l'idée que quand on s'aime, ça ne peut pas mal finir. Parce que c'est pas juste. Parce que c'est pas logique, si on s'aime tous les deux, que ça ne marche pas. S'il y a de l'amour, pourquoi ça ne marche pas? Si la personne m'aime vraiment, pourquoi elle n'arrive pas à choisir? Est-ce qu'elle m'aime vraiment? Ça, c'est en lien avec mes perceptions. Je vais me poser la question de savoir si la personne a vraiment des sentiments, parce que dans ma construction mentale à moi, consciente, ça ne fonctionne pas. Et dans mes constructions plus inconscientes, il y a un lien de cohésion illogique qui se fait. C'est-à-dire que c'est immédiatement, inconsciemment illogique qu'une personne qui aime ne puisse pas désirer construire un projet de couple. Ça, c'est vraiment une bête noire, que ce soit en thérapie brève ou que ce soit en voyance. Si vous estimez que donner votre amour et ne pas recevoir en retour, c'est injuste, c'est que quelque part, vous avez, je dirais, une perception du don de soi qui est en lien avec soit un enjeu de redevance, soit un enjeu quelque part un petit peu de troc. Pourquoi je dis ça? Alors là, je sais que ça peut bondir au niveau des états d'esprit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que techniquement, lorsque vous accordez quelque chose à quelqu'un et que vous le donnez en connaissance de cause, vous êtes responsable de ce que vous faites. C'est-à-dire que avant de mettre quelque chose à l'extérieur et de le partager, vous l'avez initialement évalué à l'intérieur de vous. Lorsque vous générez des sentiments pour quelqu'un, vous commencez à développer de l'attachement pour quelqu'un, le fait de témoigner et de manifester votre amour, c'est en lien avec une démarche strictement individuelle. Dans le sens où vous avez le pouvoir et la faculté, non pas forcément de choisir ce que vous ressentez, on ne peut pas décider qui on aime, ça ne marche pas comme ça. Et quand on arrive à le faire, en général, on est dans l'auto-persuasion et ça génère des mécanismes pervers de suradaptation. On en parlera dans une autre vidéo. Mais quand vous développez des sentiments amoureux pour une personne, tout ce qui touche l'expression de votre amour volontaire est en lien avec un choix préalablement intérieur. Lorsque vous avez le sentiment de perdre le contrôle, c'est-à-dire de donner, 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 sans maîtriser ça,
lorsque vous ne vous reconnaissez plus dans vos comportements amoureux, c'est en lien avec un phénomène de déresponsabilisation de soi, qui induit d'autres phénomènes plus subtils et plus inconscients et plus ancrés. J'explique dans d'autres vidéos que c'est souvent en lien avec la construction du soi, et c'est en lien avec les cadres moraux. Quand je parle de cadres moraux, je n'induis pas un cadre spécifiquement identifié de morale. Je parle de la construction de chacun quant à ses propres cadres moraux, à ses propres caractéristiques identitaires et morales. Ce qui va être moral pour moi ne le sera pas moral pour vous. Pour autant, j'ai des cadres moraux, vous en avez vous aussi. Donc, si vous voulez, lorsque vous orientez vos sentiments, la problématique, ce ne sont pas les sentiments que vous ressentez, mais la manière dont vous en êtes responsable et l'appropriation, je dis bien la manière dont va être appropriée l'expression de votre amour intérieur vers l'extérieur et vers la personne que vous aimez. Si vous êtes sur une optique de donner et de recevoir, on est sur une optique de partage équitable, peu importe la nature de la valeur. Si on est sur une valeur morale conceptuelle comme l'amour, l'amour ce n'est pas un objet, hein, c'est un état d'être et c'est quelque chose de conceptuel, on est effectivement sur une juste attente de réception. C'est-à-dire quand on témoigne son amour à quelqu'un, on aime mieux savoir que l'amour a été reçu. Au pire, ça fera du bien de savoir qu'il a été reçu. Au mieux, on aura un retour de manifestation amoureuse. Donc souvent, ce qui pose souci, c'est pas tant le fait de ne pas avoir d'amour, c'est le fait que la manifestation amoureuse, tout ce qu'on a mis en place pour exprimer son amour, n'eût pas été toléré et n'ait pas eu généré de retour, de démarche, de manifestation amoureuse. J'insiste sur ces détails parce que souvent, on va calquer sur des thèmes très vastes, très flous et très abstraits, beaucoup de thématiques associées. Parce que moins quelque chose est défini, plus notre esprit a besoin de se le redéfinir. Donc si le champ positionnel est vaste, en gros vous avez un terrain vierge et que vous avez un mot dessus, votre esprit, pour le combler et pour mieux l'appréhender dans sa vaste étendue, il va avoir besoin de poser plusieurs prises identitaires et plusieurs prises de sens. Donc sur l'amour, vous allez positionner plusieurs thématiques identitaires et plusieurs thématiques représentatives. Ça va vous permettre en quelque sorte d'appréhender la thématique. Souvent, lorsque la thématique amoureuse est mal définie, on a tendance à quelque part l'aborder par d'autres thèmes beaucoup plus détaillés et beaucoup mieux définis. Par exemple, lorsqu'on a des confusions identitaires, on a tendance à parler de la cause identitaire qu'on maîtrise le mieux. Je vais vous donner un exemple. J'ai un monsieur qui était jaloux de savoir que sa femme plaisait à d'autres hommes. Il se reconnaîtra. Et du coup, ce monsieur, si vous voulez, lorsqu'on abordait la question du pourquoi, en fait, il n'y avait pas réellement d'argument de fait extérieur. Les arguments de fait étaient intérieurs. Pour justifier les arguments de fait intérieurs, ou pourquoi, en fait, la personne, ce monsieur, a immédiatement associé d'autres représentations, d'autres arguments et d'autres constructions mentales pour justifier le pourquoi. Parce que je suis partie à tant de temps ailleurs et depuis, je trouve que ça a changé. Parce que avant ça, il y avait eu un autre épisode. Parce que avant ça, voilà, ma femme n'était pas comme ça. Et en fait, si vous voulez, c'est pas tant la causalité réelle, objective, extérieure qui a été prise en considération, c'était sa thématique intérieure en lien avec le besoin de sécurité, de contrôle qui a été sollicité. Parce que quelque part, intrinsèquement dans son esprit, s'il ne pouvait plus contrôler, il y avait matière à douter. Parce qu'il y avait un contexte qu'il avait mis en doute et en insécurité. Donc si doute et insécurité, besoin de contrôle, et sinon contrôle, insécurité et doute. Par exemple, vous avez d'autres cas de figure où on peut ressentir de l'injustice. Là, ce soir, j'étais en consultation avec une dame qui se reconnaîtra aussi et qui voulait bien faire pour sa fille et qui, quelque part, sans le vouloir, générait un rapport conflictuel avec elle parce que sa fille avait l'impression qu'elle ne l'écoutait pas.
Pourtant, dans son état d'esprit, elle, de maman, qui connaît sa fille, qui a de l'expérience et qui veut bien faire, dans ses représentations inconditionnelles, conscientes et inconscientes, quelque part, elle se disait, ma fille a besoin de ça, même si elle ne le formule pas. Et ça, si vous voulez, ça générait des conflits. Sa fille, tout ce qu'elle voulait, c'est qu'elle apprenne à l'écouter, à la considérer non pas en fonction de ce qu'elle estimait, elle, la maman, mais en fonction de ce qu'elle, fille, réellement demandait et de ce qu'elle réellement formulait comme demande. Donc vous avez d'un côté une maman qui veut protéger son enfant en essayant de reformuler ses demandes et de les anticiper. Et de l'autre côté, vous avez une enfant, une jeune fille qui a l'impression de ne pas être considérée pour ce qu'elle est. Donc là, ce ne sont pas les sentiments de la maman qui vont rentrer en priorité face au conflit. Ce qui va rentrer en priorité, c'est l'approche. Pourquoi? Parce que même si elle sait que sa maman l'aime, ce qui va poser souci, c'est que ses besoins, ses sentiments n'auront pas été entendus et la considération qu'elle souhaitait n'aura pas été prise en compte. La maman, elle, voulait bien faire. La fille, elle, voulait être bien entendue, se sentir considérée. Et dans les relations amoureuses, on retrouve cette même problématique. Parfois, on a une bonne conception de ce que doit être l'amour partagé et heureux, et l'ensemble des émotions qui sont sollicitées face à ces représentations amoureuses nous font adhérer à l'idée que si l'on témoigne notre amour, si on le partage, si on s'inscrit au contraire dans d'autres types de comportements de protection, on va forcément générer intrinsèquement dans notre logique à nous de fonctionnement, qui inclut notre rapport à la réalité extérieure à nous, forcément le même ratio de retour. Et que si l'autre en face de nous n'a pas ce ratio-là, c'est que soit il y a un élément qui le bloque pour se faire, soit tout simplement c'est peut-être pas le bon moment ou le bon endroit ou la bonne période. Dans tous les cas, on présente dans ces moments-là des difficultés à admettre de par toutes les émotions actives associées à notre logique de fonctionnement et de projection et notre investissement émotionnel associé. On a du mal à admettre donc l'idée que de l'autre côté, ça ne puisse pas être possible. Ça, c'est un entendement qui est compliqué à formuler parce que quand on est investi de manière puissante et noble de sentiments, c'est comme si des sentiments envahissaient la sphère extérieure. Pourquoi? Parce que si la sphère intérieure est développée et envahie, c'est comme s'il y avait une surfocalisation sentimentale et que si la sphère intérieure domine et qu'elle n'est plus en rapport équitable avec la sphère extérieure, elle va l'écraser. C'est comme une balance. Et inversement, quand vous avez un environnement qui vous exprime l'opposé de ce que vous nécessitez, vous allez en être accablé. Si vous aimez une personne qui vous dit « je ne t'aime pas, je ne veux rien faire avec toi, c'est terminé, oublie-moi », vous allez être écroulé. Parce que la confrontation extérieure de votre réalité intérieure va être tellement opposée et tellement souffrante vis-à-vis des attentes que vous allez formuler que forcément, vous allez vous sentir écroulé. Et si vous voulez, dans des cas un petit peu plus différents, lorsque vous vous mettez en tête que si vous aimez une personne et que la relation ne se fait pas parce qu'il y a des freins et des blocages, et non tout simplement parce que factuellement la relation n'est pas choisie, peu importe les pourquoi de représentation de l'autre ou des vôtres, quelque part, vous renoncez à la réalité extérieure et vous vous rattachez à votre réalité intérieure. En gros, si vous ne constatez pas les faits et les freins de la réalité extérieure au même titre que votre réalité intérieure, si vous ne considérez pas le refus ou le non-accès au couple en extérieur au même titre que la volonté d'être en couple à l'intérieur, associé aux sentiments, associé au blocage par exemple, vous allez en quelque part focaliser votre attention sur la sphère qui vous convient. Pourquoi? Parce que vous aurez un cadre de représentation qui sera tellement développé ou tellement connecté à la sphère sensitive que ça va vous éviter quelque part de faire de la place à la sphère extérieure. Je ne sais pas si vous comprenez bien, mais en somme, quand vos investissements sentimentaux dépassent votre cadre intérieur pour aller vers le cadre extérieur,
et que votre cadre extérieur ne leur permette pas de prendre leur place, vous avez plusieurs cas de figure. Vous avez des personnes qui arrivent à reprendre leur place et qui adhèrent et qui font leur deuil et qui partent. Vous avez d'autres personnes qui peuvent se poser des questions mais qui finissent par se soumettre sans faire leur deuil et qui restent résignées. Et vous avez d'autres personnes, si vous voulez, qui vont rester et qui vont espérer et qui vont se rattacher à leur cadre intérieur. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? À défaut d'être nourris par l'extérieur pour maintenir le rapport de symbiotique, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se détourner de l'extérieur, ne pas le regarder et ils vont aller surinvestir la sphère intérieure. Donc, la sphère intérieure, si vous voulez, elle va gonfler, 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 gonfler jusqu'à complètement masquer la sphère extérieure. La sphère extérieure, elle va vous permettre de poser des limites. Donc, elle ne va pas définir ce que vous ressentez, mais elle va, quelque part, mettre place. Par exemple, si vous aimez quelqu'un et que l'autre personne ne vous aime pas, quelque part, ça va être échec et mat. Ça va être pierre et feuille. En gros, perdu. Il n'y a rien à faire. Et quand je vous dis rien, c'est pour la relation de couple, bien sûr. Après, il y a des personnes qui ne s'aiment pas, qui se mettent quand même en couple, mais ce n'est pas le débat. On va rester concentré sur ça. En tout cas, voilà, si vous formulez des demandes affectives vers quelqu'un et que la personne ne veut pas et qu'elle se ferme, vous allez vous heurter à un mur. Donc, c'est en fait échec. Vous n'obtiendrez pas, vous n'arriverez pas. Pourquoi? Parce que vous n'arriverez pas à ouvrir la main en tapant dessus. Si vous avez, par exemple, quelqu'un qui vous impose un cadre flou, c'est ça la grosse bête noire, c'est les cadres flous. Dans les cadres flous, vous allez, par moments, trouver des symbiotiques et par d'autres, trouver des freins. Vous voyez? Donc parfois ça rentre, parfois ça reste dehors. Et si vous voulez, ces cadres flous, ils vont permettre d'avoir des projections. Vous voyez, quand vous faites ça, vous pouvez voir des choses et là, vous n'en voyez plus. Donc les cadres flous, ils vont permettre à votre sphère intérieure, qui n'est pas nourrie en symbiotique, d'avoir un petit peu à la fois d'espace pour pouvoir continuer d'investir un peu et à la fois des freins qui vont lui permettre de se remettre dans son environnement. Donc, à défaut d'être nourri correctement par l'extérieur, donc par l'autre, ou au contraire, à défaut de ne pas être, je dirais, renoncé par l'autre, elle va se nourrir un petit peu de l'extérieur et se nourrir de l'intérieur. Sauf que si l'extérieur ne nourrit pas assez, qu'est-ce que va faire la personne pour se rattacher à son besoin de partage et qu'elle ne peut pas l'obtenir à l'extérieur parce que ça bloque dès que la personne veut essayer de scinder? Elle va aller se nourrir à l'intérieur. Et du coup, qu'est-ce qu'on va puiser à l'intérieur de soi quand on aime? Des sentiments, des émotions, des espoirs, des peurs, des projections, de l'interprétation, etc., etc. Donc en fait, tout ce que l'extérieur va vous limiter et ne pas vous donner, vous allez, si l'extérieur n'est pas assez clair pour vous faire plier, renoncer par exemple, ou vous permettre d'avoir des éléments factuels pour vous dépositionner du cadre, vous allez les rechercher à l'intérieur de vous. Le problème, c'est que l'esprit n'a pas de limite. L'esprit n'a pas de limite. Donc si vous êtes sur un prisme sentimental, vous aimez, vous ne choisissez pas qui vous aimez, et que vous n'êtes pas tenu par la réalité, vous n'aurez pas de limite quant au fait de puiser de la ressource. C'est la raison pour laquelle on peut rester des années à aimer une personne qui ne nous nourrit pas, qui ne nous aime pas et qui ne nous propose aucun projet. Parce que l'on va se rattacher à tout ce que je vous ai expliqué. Sa justice intérieure, ses représentations intérieures, ses espoirs intérieurs et l'interprétation extérieure, non pas des fermetures mais des ouvertures. Pourquoi? Parce que si un cadre de restriction est posé, en général il est posé. Et quand une personne vous envoie le signal de réfraction suffisant, vous vous percutez à elle, vous ne pouvez pas vous nourrir. Vous êtes obligé de fermer, de plier. Si la personne ne vous donne pas assez de cadre de restriction, mais qu'elle vous donne un petit peu de cadre d'ouverture, vous allez projeter sur elle et vous n'arriverez pas quelque part à plier parce que vous serez rattaché dans le lien à chaque fois. Vous ne pourrez pas plier correctement la main. Bon, je schématise. Oui, on peut quand même passer la main en pliant, mais bon, voilà, vous avez compris. C'est une image. J'espère qu'elle vous parlera. En somme, quand vous avez des personnes qui vous disent qu'elles vous désirent, qu'elles aiment passer du temps avec vous, qu'elles se confient à vous comme à personne, en fait, quand vous avez des personnes qui travaillent votre sphère émotionnelle et sentimentale sans travailler votre sphère de projection, de construction, vous allez forcément vous rattacher
Si vous êtes davantage dans l'investissement sentimental, vous allez vous rattacher à la sphère émotionnelle et sentimentale. Donc vous allez prendre vos décisions non pas sur votre registre de critères extérieurs, donc de constats extérieurs, puis sur vos registres de critères et de constats intérieurs. Le constat intérieur, s'il est dominé par les sentiments, il va forcément être dominé par les sentiments pour ça aussi. Donc ce qui va être prioritaire, ça va être les sentiments et l'émotionnel. Donc vous allez vous construire un ensemble de pensées automatiques et de constructions qui vont permettre de concourir à la nutrition de vos demandes affectives parce que vous aurez un cadre extérieur qui sera soit insuffisant, soit trop abstrait, soit au contraire trop permissif à la projection, c'est-à-dire qu'il permettra trop de projections sans permettre des réfractions suffisantes au retrait de l'investissement amoureux. L'idée que quelque chose soit injuste, c'est en lien avec nos perceptions. Moi, pour ma part, qu'une histoire d'amour se termine mal, je trouve pas ça injuste. Je trouve que c'est la vie. Parfois, ça finit bien, parfois, ça finit mal. Il y a des personnes qui trouvent que c'est dégueulasse. Oui, quand l'un des deux est injuste envers l'autre, c'est dégueulasse. Ce qui est dégueulasse, c'est pas que l'histoire d'amour se termine mal. Ce qui est dégueulasse, c'est que l'histoire d'amour se termine avec une personne qui souffre d'avoir surinvesti et de ne pas avoir eu le retour sur investissement émotionnel. Comme vous avez des personnes qui ont été démolies psychologiquement parce que la relation amoureuse a mis en exergue la surprojection de l'autre vis-à-vis de la surprojection de soi, de la projection tout court de soi, pardon. Donc oui, c'est injuste lorsque, quelque part, les attentes et l'amour n'arrivent pas à trouver place dans un projet commun. Je trouve effectivement qu'il est malheureux que deux personnes qui s'aiment et qui ont envie d'être ensemble n'arrivent pas à pouvoir l'être. C'est injuste. Mais c'est malheureusement la vie. C'est comme un accident, ça n'arrive pas qu'aux autres. Le but, c'est de pouvoir s'en prémunir, c'est-à-dire s'en protéger. Et le but, c'est de pouvoir se retrouver dans des schémas de relations qui nous permettent soit d'éviter les ruptures désastreuses, de maintenir des bonnes relations et de les sauver, soit au contraire d'apprendre à gérer les constats d'échec amoureux. Vous pouvez être dans des constats d'échec amoureux sans être dans la souffrance. Parfois, on s'aime, ça ne marche pas, pour plein de raisons, et c'est OK. Parfois, vous avez créé une histoire d'amour, vous avez positionné sur l'autre comme un meuble, vous positionnerez comme un quasi de course. Voilà, vous avez plein d'amour, plein de choses à offrir à quelqu'un, votre autre c'est un caddie vide. D'accord? Vous avez quelqu'un qui ne veut pas de relation de couple. Vous allez tout poser dedans, à la fin vous allez tout payer et vous récupérerez vos courses et le caddie restera vide. Par contre, si vous avez payé vos courses, c'est-à-dire que vous êtes allé au bout de votre démarche amoureuse, en quelque sorte, quelque part, vous pourrez vous dispenser de laisser les courses parce qu'elles sont à vous. Ce que je veux vous dire, c'est que quand vous aimez une personne, vous donnez votre amour, ce qui est en vous et ce qui est à vous et ce qui vient de vous, à une personne qui génère en vous le besoin de lui donner votre affection. L'amour, d'un point de vue spirituel, après chacun sa définition, c'est un état d'être immatériel. C'est une ressource inépuisable, illimitée et abstraite. Ce n'est pas l'amour que l'on ressent pour quelqu'un, ce n'est pas de l'amour que l'autre nous prête et qu'on lui rend, etc., etc. Ce n'est pas un troc. L'amour, c'est une ressource que nous avons en nous et que nous positionnons de manière identitaire dans une relation de cadre et je dirais même dans une personne. Parfois, on pose notre amour dans des individus qui n'ont aucun cadre. Ce qui fait que l'amour, en fait, se ballotte sur l'individu sans trouver place dans un cadre qui nous permettrait d'en jouir également. Et ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est la raison pour laquelle je vous explique souvent en accompagnement que la réalité concrète est à prendre en considération au même titre que votre réalité abstraite intérieure, c'est-à-dire les sentiments que vous avez à l'intérieur sont tout autant à prendre en considération que les faits extérieurs. Ça veut dire que même si vous savez que la personne ne veut pas de relation de couple, que si elle veut une relation de couple, elle n'est pas fiable, que si elle n'est pas en couple, pas fiable, elle ne sera pas en mesure de répondre à vos besoins, pour autant, vous nourrissez de manière, je dirais, automatique ou hérétique, une invariabilité de projection qui ne tiennent compte que de l'intensité sentimentale et non pas de la faisabilité de partage sentimental. En gros, ça ne tient compte que de vous.
C'est comme si vous rendiez responsable, inconsciemment sans le vouloir, un individu de vos propres sentiments d'amour propre. Parce qu'inconsciemment, quand on aime une personne, c'est une part de soi qu'on lui offre. Parfois, quand on fait des cadeaux à quelqu'un, la personne n'en prend pas soin. Parce qu'elle n'aura pas la même sensibilité que vous au cadeau. Ou n'aura pas la même valeur que vous au cadeau. Est-ce que ça veut dire que la personne n'a pas aimé le cadeau, qu'elle ne l'a pas reçu? Ça, il faudrait voir ce qui se passe de l'autre côté de la personne. Ce qui vous intéresse à vous, c'est de savoir si ce que vous donnez est reçu et si vous êtes en mesure de recevoir. Dès lors que vous constatez qu'il y a une fin de non-recevoir amoureuse, que vous avez une personne qui ne répond pas à vos besoins, qui ne s'inscrit pas dans un partage équitable de relations de cadre de couple, par exemple, si vous ne sortez pas de la notion de lien, ça veut dire ce qui vous lie tous les deux en dehors d'un cadre commun, par exemple les sentiments, les émotions et les projections, mais que dans l'instant, vous générez de l'incertitude, de la peur, du doute, et je dirais même de la demande, faites attention à vous. N'oubliez pas que l'amour, c'est une ressource individuelle, personnelle, universelle, qui est en nous. C'est comme les cellules, elles se régénèrent en permanence et elles s'offrent. Pour la simple et bonne raison que l'amour, c'est quelque chose qui est abstrait. Une fois qu'il sort et qu'on le donne, on ne l'a plus, on l'offre. Par contre, il se redéveloppe. Et c'est l'une des seules, je dirais, substances qui a le pouvoir de se multiplier lorsqu'on la soustrait. C'est-à-dire, plus vous donnez de l'amour et plus vous en avez en vous. Et c'est ce qui se passe dans le cadre de la souffrance, c'est que plus vous aimez une personne qui n'est pas dans la réciprocité de vos sentiments, qui vous fait souffrir, et plus vous avez le sentiment de l'aimer. Parce que vous touchez du doigt la perceptibilité de la perdre. Donc vous vous renvoyez à l'insécurité de la perte identitaire, c'est-à-dire la perte du cadre définitif, de la projection du cadre. En gros, vous ressentez de la peur panique parce que vous touchez du doigt l'idée de la perdre, ce qui veut dire que l'espoir auquel vous vous raccrochez, ce qui vous sécurise, est en train de s'écrouler. Si vous reposez la structure de votre relation sur votre projection, ça s'écroule. Parce que dès lors qu'on met à mal vos projections, c'est ce qui vous sécurise, ça va s'écrouler. Dans ces cas de figure-là, c'est ce qui s'explique. Pardon. Donc parfois, quand vous êtes dans des liens qui sont très toxiques, que vous avez des personnes qui ne vous protègent pas, qui ne prennent pas soin de vous, que vous vous raccrochez à votre espoir, que la personne se soigne, qu'elle guérisse, qu'elle aille mieux, qu'elle finisse son FJ, qu'elle quitte sa femme, son mari, ou je ne sais pas quoi, peu importe les liens, quand vous vous raccrochez à des projections futures et non pas à des faits présents, factuels ou passés, et que ces projections sont mises à mal, c'est comme si vous mettiez à mal la structure de sécurité qui vous tenait. Et du coup, c'est la raison pour laquelle l'hyperanxiété et l'hypersouffrance se développent lorsque la projection est mise à mal. Par exemple, si une personne dit « de toute façon, toi et moi, c'est fini, il ne se passera jamais rien, ne rêve pas », là, c'est effondrement. Parce que si vous aviez une personne qui était floue, que d'un seul coup, elle vous balance ça, tout ce qui vous tenait dans le maintien de votre sphère de partage, en fait, ça s'écroule complètement. Donc, tout ce que vous avez pris de vous, là, que vous avez mis dans votre caddie vide, le caddie, c'est comme si il s'était retourné, que vous avez tout renversé par terre. Donc ça, je sais que c'est très douloureux. C'est pour ça que tout ça, c'est en lien avec vos représentations, c'est-à-dire la manière dont vous vous percevez, vous, et la manière dont vous priorisez vos besoins personnels. Plus vous prioriserez le rapport d'équité dans la réponse des besoins affectifs, et moins vous serez, quelque part, capable, sensible, assujetti au fait de surprojeter. Je disais tout à l'heure, le problème, ce ne sont pas les sentiments. Le problème, ce n'est pas d'aimer une personne qui ne nous rend pas heureuse ou qui ne nous aime pas ou qui n'a rien à nous proposer. Le problème, c'est la part que prend vos sentiments quant à votre capacité de formuler des attentes. Si vous formulez des attentes amoureuses qui sont en inadéquation avec ce que vous êtes capable de recevoir en satisfaction, vous allez forcément dans le mur. Pourquoi? Parce que vous pouvez très bien aimer une personne et rationaliser votre amour. Et ça n'a rien à voir avec la force de l'amour. On peut profondément aimer une personne et gérer l'amour qu'on lui porte. La manière dont vous allez gérer la symptomatique amoureuse, le syndrome amoureux, donc le manque, le besoin de contact, le besoin de partage, le besoin d'expression, le besoin de construction, etc. Tout ça, ce n'est pas en lien avec votre amour strict, c'est en lien avec votre besoin d'expression de votre amour. D'accord? Ça, c'est très important. Ce n'est pas l'amour qui pose souci, c'est tout ce qui est attaché et rattaché en besoin
de construction amoureuse. C'est tout ce qui touche la sphère de projection, de représentation et la sphère d'investissement amoureuse. Par exemple, si vous avez, je vais vous dire une bêtise, on va vous demander de mettre 10 litres d'eau dans un cube de 5 de diamètre, comme ça. Enfin, je suis nulle en matin. Admettons, vous avez un cube de 5 sur 5, d'accord? Et si vous avez une quantité d'eau qui est supérieure au volume du cube, là, d'accord? Vous comprenez? Vous avez un cube, on vous demande de mettre dans ce cube un volume d'eau qui est supérieur au volume du cube, d'accord? On va dire que le cube, c'est le cadre du couple et que l'eau, c'est l'amour, d'accord? Ce qui va poser souci, c'est pas le volume d'eau. Ce qui va poser souci, c'est le contenant face au volume, par rapport au volume, d'accord? Si on vous dit, tu prends ton volume d'eau et tu le mets au congèle. Vous mettez votre volume d'eau au congèle, par exemple, et il est réduit. Et à ce compte-là, s'il est réduit, par exemple, vous en faites un glaçon, ça devient le cube. En état liquide, par exemple, ça ne rentre pas dans le cube. En état solide, ça rentre. On s'en fout de savoir si c'est possible ou pas, je suis nulle en maths, je suis nulle en géométrie, mais c'est pour vous donner un process de pensée. Si vous avez une énorme couverture, c'est votre amour, et que vous avez un petit meuble, on vous demande de rentrer la couverture dans le meuble. Forcément, en termes de volume, elle ne rentrera pas. Pourquoi? Parce qu'elle prendra trop de place sur les cadres. Par contre, si on vous donne un sac aspirateur, que vous mettez la couverture dans un sac, que vous l'aspirez, vous en faites un truc tout petit, vous pouvez en mettre 2 de couverture dans le meuble. Les sentiments vis-à-vis de quelqu'un, c'est la même chose. Si en face de vous, vous avez des petits meubles et que vous êtes une énorme couverture, il va falloir vous suradapter, vous déformer, vous plier pour pouvoir être en adhésion à l'autre. Et c'est la même chose, ce n'est pas la couverture qui pose souci, c'est son contenant. Est-ce que vouloir mettre une couverture de 260 sur 260 dans un meuble d'1 mètre sur 20, c'est adapté, approprié, et est-ce qu'il y a assez d'espace pour accueillir la couverture? Non. Il va falloir gruger, soit changer de meuble pour pouvoir avoir un meuble qui vous accueillisse correctement, soit trouver des procédés pour vous plier au meuble. Et le cadre de la relation, c'est la même chose. Quand vous aimez une personne, que vous formulez des attentes et des demandes par rapport à vos idéaux, vos conceptions et vos sentiments, vous devez immédiatement tenir compte de la réalité extérieure autant que de la réalité intérieure pour vous aider à gérer. Il est très difficile d'accepter que la situation soit injuste. Par exemple, si vous essayez de parler à quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a trahi, et que la personne ne se rend pas compte qu'elle vous a trahi, et qu'elle vous dit « je t'ai jamais manqué de respect » par exemple, « je t'ai pas trompé » par exemple, « j'ai juste envoyé des textos » par exemple, « je sais pas ça trahir ». Bon, et que vous, ça vous brise le cœur, c'est dur. Si vous avez en face de vous une personne qui n'a pas les mêmes valeurs, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez passer des heures à faire une dissertation et lui expliquer? Ou vous voulez tout simplement accepter que vous êtes différent et que ce qui est normal pour elle n'est pas normal pour vous? Oui, c'est pas juste. Oui, vous auriez besoin qu'elle reconnaisse la souffrance et la peine. Mais est-ce que ça change ce qui s'est passé? Et est-ce que ça va réellement vous aider à tolérer l'idée qu'elle ne puisse pas, quelque part, respecter vos valeurs? Parce que, encore une fois, si vous mettez l'attention sur l'émotion, c'est-à-dire la blessure, etc., et non pas sur le sens vis-à-vis de vous, si vous mettez l'attention sur le fait que vous vous êtes senti trahi, et que vous mettez l'attention encore sur le lien, et que vous ne mettez pas l'attention sur la valeur que ça représente pour vous ou pour elle, et que vous ne mettez pas l'attention sur le fait d'accepter la différence, vous allez rester dans la surdemande du lien. Vous allez rester connecté à la blessure, en fait, parce que vous allez rester focalisé par l'idée que ce qui est normal pour vous ne devrait pas être anormal pour l'autre, que ce qui est normal pour l'autre ne devrait pas être normal pour lui, par exemple. Si vous vous êtes mis en tête que vous seriez parfaite en couple ou parfait en couple avec votre autre et que votre autre préfère se mettre avec une autre personne pour plein de raisons différentes, si vous vous mettez en tête que c'est pas juste, que c'est pas logique, que c'est pas normal, quelque part vous n'admettez pas la réalité extérieure qui est imposée par l'autre et par la situation. Parce que vous allez vous rattacher à une logique et à un scénario qui ne correspond qu'à vos perceptions et qui sont orientés par vos sentiments. Oui, quand on aime quelqu'un, ça devrait être mieux et ça devrait être plus juste que l'autre nous aime. Comme ça devrait être plus juste quand on s'investit et qu'on s'expose émotionnellement, que l'on ait
le même rapport d'exposition de l'autre côté. Et pour autant, ce n'est pas forcément le cas. C'est malheureux, mais ce n'est pas forcément en lien avec une attitude dirigée contre vous. C'est simplement en lien avec une incompatibilité de fonctionnement et ou de valeur. Ça, c'est important aussi. Incompatibilité de fonctionnement ou de valeur. Pourquoi? Parfois, on peut avoir les mêmes valeurs et fonctionner différemment. Parfois, on peut avoir des valeurs différentes et fonctionner de la même manière. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez une personne qui ne veut pas qu'on lui fasse ce qu'elle fait aux autres, pour autant, elle va continuer de le faire. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez les mêmes fonctionnements, vous n'irez pas lui faire ce que la personne n'irait pas vous faire, pour autant, elle irait le faire ailleurs. Parce que là, on est sur une problématique de valeur. Par exemple, vous êtes marié avec quelqu'un, vous n'irez pas vous insulter, vous ne voudrez pas que votre mari vous insulte, pour autant, lui, il va aller insulter sa maîtresse. C'est une bêtise. Parce qu'on ne positionne pas les mêmes enjeux représentatifs, structurels, émotionnels sur les mêmes individus parce que ça ne sollicite pas les mêmes ressources, indépendamment des caractéristiques strictes. C'est ce que je vous expliquais par rapport au plongeoir. Parfois, on peut se retrouver avec des femmes différentes et formuler les mêmes attentes quand c'est un homme. Parfois, on peut se retrouver avec des cas de figure opposés et pour autant positionner son attente sur le cadre qui nous répond au moins, au minimum. À savoir pourquoi, est-ce qu'il y a des blocages, est-ce qu'il y a de l'autosabordage, est-ce qu'il y a des caractéristiques inconscientes ancrées, etc., etc. En fait, votre objectif à vous, ça ne va pas être de déterminer pourquoi pour le changer. Votre objectif, ça va être de déterminer ce dont vous avez besoin pour pouvoir répondre à vos besoins. Et à ce compte-là, si vous estimez que vous avez plus besoin d'aimer une personne que d'être, je dirais, en bien-être, parce que votre bien-être ne passe pas par l'autre, par exemple, alors il va falloir très vite faire le ratio de votre responsabilité entre votre positionnement intérieur et votre positionnement extérieur. Si vous décidez de rester dans une relation qui vous fait souffrir, il va falloir en être responsable. C'est-à-dire que si vous avez des données factuelles qui vous prouvent que la relation n'est pas bienfaisante pour vous et que vous n'obtenez pas ce que vous voulez, il va falloir accepter l'idée que vous continuez d'investir là où la ressource n'est pas satisfaisante. Donc la ressource de réciprocité d'amour par exemple. Lorsque vous avez fait plein d'efforts et que vous avez investi et qu'il n'y a pas en finalité le retour souhaité, vous pouvez avoir le sentiment d'avoir été dépouillé de votre amour, alors qu'au final, votre amour, il est à vous et c'est vous qui l'avez donné. Donc vous n'êtes pas fautif, ce n'est pas de votre faute, c'est que vous avez pris un risque et que vous avez malheureusement pas eu le retour sur investissement que vous aviez investi et souhaité. La cause, elle renvoie à plusieurs paradoxes. Vous pouvez avoir des personnes qui s'aiment et qui n'arrivent pas à avoir une vie en commun. Vous avez des personnes qui s'aiment mais qui ne veulent pas construire de projets pour plein de raisons différentes. Parce que la personne n'est pas acceptable par la famille, parce que je ne me projette pas avec elle au resto, parce que ce n'est pas le type de femme avec laquelle j'ai envie de parler ou le type d'homme avec lequel j'ai envie d'aller danser, peu importe. Il y a toujours une notion de choix, qu'il soit conscient ou inconscient. La vraie question, c'est sur quel mécanisme, sur quelle valeur, sur quels enjeux les choix s'opèrent. Si votre situation caractéristique extérieure ne vous permet pas de vous épanouir, il va falloir que vous preniez la responsabilité de vous-même quant à ce que vous attendez, ce que vous donnez et ce que vous définissez comme potentiel projet commun. Si le cadre commun possible, ça va être la liaison, voyez si vous êtes capable de maintenir une liaison ou non. Mais si vous vous mettez en tête que vous acceptez la liaison pour avoir le mieux derrière et que derrière vous vous écroulez parce que votre espoir s'écroule, l'espoir c'est ce qui vous sécurise à défaut d'être sécurisé par la situation concrète, à deux, c'est en lien avec vos responsabilités d'investissement. Si vous avez une personne qui vous manipule, qui vous fait miroiter des possibles en étant flou par exemple ou pas assez clair, si vous avez une personne qui sait vous prendre, qui vous met en état de faiblesse par exemple, ça renvoie à votre responsabilité également. Pas votre faute, votre responsabilité. Ce qui veut dire que vous avez toujours un rôle d'autorégulation chez vous. Si vous n'arrivez pas à vous autoréguler, que l'amour, la gestion et la proportion de vos sentiments débordent sur la formulation de vos attentes, c'est que votre sphère de projection intérieure
et non votre amour en tant que tel, déborde sur la caractéristique extérieure, et ça l'enveloppe. Donc tout ce que votre autre va manifester en frein, vous allez le nier. Parce que ce qui va primer, c'est l'expression d'amour et le fait d'avoir l'objet d'amour avec soi, l'autre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Essayez de toujours vous fier. Je ne vous parle pas de l'instant présent dans la seconde, mais des situations présentes avec la dimension présente, c'est-à-dire les enjeux, les composantes extérieures à vous pour formuler un projet commun. Parce que vous êtes deux, il faut que vous ayez tous les deux les mêmes perspectives communes pour avoir un rapport d'équité. La symétrie parfaite n'existe pas dans la nature, elle n'existe pas dans les relations amoureuses, mais il faut qu'il y ait un partage commun, équivalent, pour maintenir un cadre de sécurité, de satisfaction qui soit adhéré par les deux et qui puisse faire retirer aux deux parties de la ressource, des bénéfices et du bien-être. D'accord? Donc ça, j'insiste, c'est très important. Apprenez à tenir compte non pas des signaux d'ouverture quand c'est flou, mais signaux de réfraction quand c'est flou. Tenez compte de votre situation factuelle quand vous souhaitez définir un projet de relation commune. Est-ce que la personne peut répondre à vos désirs, à vos besoins? Est-ce que la personne est fiable? Est-ce que vous êtes apte à vous inscrire dans un schéma toxique? C'est possible que ce soit oui, il n'y a aucun jugement là-dessus. Si vous aimez une personne et que votre amour est prioritaire à vos besoins, le but c'est de vous préserver de la souffrance en vous apprenant à gérer le contexte. Si vous avez effectué votre positionnement intérieur, mais avant toute chose, ayez votre discernement intérieur. Merci.